Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous, c'est excellent, votre rendez-vous du dimanche 19h avec l'excellence française sur Sud Radio. Ses livres, vous les connaissez depuis longtemps avec son regard qui voit le plein dans l'invisible, j'ai envie de dire. Bernard Werber est bien plus qu'un écrivain. Il transmet avec passion son amour des différentes philosophies qui animent l'humanité. Bernard Werber, comme pour illustrer ce fait, vous nous venez ce soir avec deux nouveaux livres titres évocateurs, La valse des âmes et une encyclopédie du savoir relatif et absolu. Tout ça, c'est sorti chez Albin Michel, on va en parler évidemment. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. C'est excellent, crée le lien entre tous les créateurs, tous métiers confondus. Après une très belle carrière dans la police nationale, Jean-Michel Fauvergue a été notamment député de Seine-et-Marne sous les couleurs de La République En Marche. C'est un habitué des vraies voix de Sud Radio. Et puis Jean-Michel, vous avez été en première ligne lors des attentats de 2015, puisque vous êtes aussi l'ancien chef du RAID. Et vous nous avez raconté la réalité de ce groupe d'intervention d'excellence et surentraîné dans votre roman Les Hommes en Noir, disponible chez Pocket. Jean-Michel Fauvergue, bonjour et bienvenue. Merci. Avec plaisir. C'est excellent. Bienvenue chez vous, chers auditeurs. Alors Bernard Werber, comme je le disais en introduction, vous nous venez ce soir avec vos deux tout derniers ouvrages, La valse des âmes et une encyclopédie du savoir relatif et absolu, sorti chez Albin Michel. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous demander ce que c'est le savoir relatif et absolu. J'étais pendant 7 ans journaliste scientifique et je me suis aperçu que on ne pouvait être sûr de rien. Donc je me suis dit, n'importe quelle encyclopédie a la prétention de mettre des vérités et des certitudes, et je suis conscient que ces vérités et ces certitudes sont relatives au temps et à l'espace, c'est-à-dire ça peut être vrai maintenant et plus tard on peut s'apercevoir que c'est autre chose. Ça évolue, quoi. Voilà, et c'est donc pour mettre cette modestie, ou en tout cas ce recul par rapport à l'information, je me suis dit, mettons-le directement dans le titre. Mais au début, c'était des sortes de petits extraits qui étaient dans les fourmis, un peu pour faire comme des petits apéritifs au milieu du repas. Mais je crois que, par exemple, la crise du Covid a montré que des scientifiques avec des titres et des blousons peuvent avoir des opinions complètement opposées. Jusque-là, il y avait le spécialiste qui était invité à la télévision principale, au journal de 20h, et tout ce qu'il disait, c'était considéré comme religion. Voilà, la vérité. Maintenant, on a compris que même les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur beaucoup de sujets, et plus on connaît les informations, plus on s'aperçoit que il y a toujours des gens qui ont des opinions différentes sur tous les sujets. Il n'y a pas de vérité absolue, quoi. Il n'y a pas de vérité absolue. Alors, dans La valse des âmes, votre roman, vous mettez en lumière aussi la lutte éternelle entre l'obscurantisme et la lumière. C'est une lutte très contemporaine. Tout ça, ça se passe avec votre héroïne Eugénie Toledano qui voyage dans le temps grâce à une technique très particulière d'hypnose sur laquelle on va revenir. Elle va sauver l'humanité. Et tout ça, c'est agrémenté de passages, justement, de votre deuxième volume, de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Les deux livres sont absolument liés, mais j'ai envie de dire tous vos livres sont liés en fait entre eux. Je crois que c'est juste avant de mourir, donc quand l'œuvre pourra plus être continuée, qu'on se rendra compte que je me rendrai compte de ce que je voulais raconter, parce que moi-même, c'est comme des tas de briques que je rajoute, mais j'ai pas la vision globale du bâtiment que ça va donner. Parce que Eugénie, c'est la petite fille de votre héros René Toledano qui était dans Les Abeilles. Voilà, exactement. C'est la fille. C'est la fille, oui. Et oui, non, c'était ça. C'est parce que je pensais à sa mère, Mélissa, c'est pour ça. Non, c'est l'idée de poursuivre. En fait, vu que mon héros, on connaissait toutes ses vies antérieures, je voulais qu'il y ait un lien avec ce héros, mais dont on ne connaisse pas les vies antérieures. Et donc j'ai pris sa fille. Alors, à travers justement ces voyages intérieurs que vous nous racontez, qui sont créés par l'hypnose, on voyage donc du coup dans les vies antérieures et dans l'histoire en fait de la France. Vous nous racontez, pas que de la France d'ailleurs, vous nous racontez des périodes clés de l'histoire humaine, comme justement l'invention de l'écriture, les premières sépultures, la domestication du feu, etc. Donc c'est un livre qui est un espèce de polar instructif et en même temps livre d'amour, quoi. Merci. L'idée, c'est de retrouver l'histoire des livres. C'est un livre qui raconte où on en est actuellement des livres, des bibliothèques et des encyclopédies, et comment ce combat n'est pas du tout un combat gagné. Il y a toujours des bibliothèques qui brûlent, il y a toujours des autodafés, il y a toujours des gens qui remettent en question le fait d'avoir plusieurs opinions. Et
et ça méritait d'être vu à travers le temps. Donc, ce que je veux montrer, c'est tout ce qui se passe de nos jours a des sources, a des racines qui démarrent à la préhistoire et qui sont poursuivies avec Sumer, l'Égypte, la Grèce, Rome. Et vous remontez à 120 000 années en arrière. Hein. Parce que c'est le moment où on a estimé que l'homme a fait son premier enterrement cérémonial et que le fait de ne plus manger grand-père ni de faire des flûtes avec les os de grand-mère était le passage à la civilisation. Et pourquoi on s'est mis à enterrer nos cadavres? Il n'y a pas beaucoup d'animaux. Il y a des animaux qui enterrent leurs cadavres, mais c'est un comportement déjà qui sous-entend. Il y a des éléphants. Voilà, les éléphants enterrent leurs enfants. Alors c'est aussi un nouveau style de polar, hein, puisque vous réhabilitez notamment l'homme de Néandertal, dont on ne sait toujours pas les raisons vraiment réelles de sa disparition de nos jours. Il y a nombre de théories. Vous, pour votre part, vous avancez dans ce livre qu'il a été massacré par Homo sapiens, qui s'est ensuite attribué ses découvertes notoires de l'humanité, comme le feu. Le même Homo sapiens moins intelligent qui peuplerait donc la Terre aujourd'hui. Ça expliquerait pas mal de conflits, Bernard Werber. Nous sommes des Homo sapiens, mais en effet, le premier enterrement cérémonial, en tout cas, on sait où ça s'est passé. C'était en Israël, à El Taboun, et c'était des Néandertals, c'était pas des Homo sapiens. Maintenant, nous avons tous entre 1 et 4% de Néandertals en nous, par le seul fait que les Néandertals et les Homo sapiens, à un moment, arrivaient à avoir des enfants ensemble. C'est ça qui est fou, quoi. Et alors, votre thématique principale, c'est la lutte contre l'obscurantisme avec la lumière. C'est très actuel. J'ai envie de dire, le passé est un phare pour le présent quand on s'y intéresse, en fait, Bernard Werber. Je ne pourrais pas dire mieux. Donc. Ouais, d'accord. Pas mieux. Oui, mais c'est pour ça que vous nous donnez à voir aussi, pour qu'on en tire les leçons, en fait. C'est comme si ça s'était déjà passé, mais on l'a oublié ou on n'a pas analysé, ou on n'a retenu qu'un seul angle de l'information. Mais si on regarde ce qui se passe actuellement, c'est que des échos de choses qui se sont déjà passées et dans lesquelles on a déjà vu les résultats. C'est d'où l'importance de l'histoire, des profs d'histoire, d'où l'importance aussi de l'exactitude dans la mémoire. Et je crois que l'histoire va devenir une zone de combat, puisqu'il y a des gens quand même qui la réécrivent aussi. Qui la réécrivent pour raconter des conneries et ils sont de plus en plus nombreux. Donc la vérité va être difficile à imposer. Et souvent, les gens qui racontent des conneries sur le passé ont des théories simplistes et faciles à assimiler, alors que la vérité est complexe et demande qu'on fasse attention à tous les détails. Aux détails. Et tout n'est pas blanc et noir aussi, hein. Évidemment, c'est important de le dire. Non, mais le combat de la lumière et de l'ombre, c'est-à-dire le moment où il y a eu des gens qui prenaient des valeurs de barbarie et de violence et des gens qui essayaient de défendre les livres et la culture, c'est quand même... Ça, c'est très clair. C'est très clair, oui. Par exemple... la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, c'est quand même, il y a des gens qui ont mis le feu en se disant, nous espérons que tout le savoir qu'il y a dedans va disparaître. Et il y a des gens qui ont essayé de sauver tout ce qu'il y avait dedans. Donc après, même si tout n'est pas blanc et noir, il y a quand même des gens qui détruisent et d'autres qui sauvent. Alors justement, Jean-Michel Fauvergue, vous êtes, je le rappelle, ancien patron du RAID, et en 2015, face à l'horreur des attentats, vous étiez en première ligne pour protéger nos valeurs face à l'obscurantisme dont on parle avec Bernard. Est-ce que ces événements tragiques ont renforcé votre conviction que la lumière, qui est là, dans votre cas, symbolisée par la liberté et par nos valeurs républicaines, elle peut triompher des ombres comme l'islamisme ou comme l'obscurantisme qu'on connaît aujourd'hui? Moi, je suis totalement persuadé que oui, la lumière peut triompher. Le problème, c'est qu'il faut porter haut et fort le combat et qu'il faut jamais baisser la garde et jamais baisser les armes. Et aujourd'hui, on est dans une forte période de trouble où tout est remis en question. Bernard le disait, tout est remis en question. Et il faut se battre sur tout, y compris sur notre mémoire, y compris sur notre histoire, comme il a été dit là juste à l'instant. Et ça, c'est le combat le plus dur. Le combat le plus dur, c'est pas de rentrer dans une salle bourrée de terroristes qui vous tirent dessus et continuer cette action-là. Le combat le plus dur, c'est de savoir pourquoi on fait ça. Pour quel motif? C'est certes pour sauver les otages, mais c'est surtout pour faire en sorte que nos valeurs triomphent et les valeurs d'une civilisation qu'on a mis des siècles et des siècles à établir. C'est très long de travailler sur des valeurs et de les fixer dans une civilisation. C'est très rapide de les perdre. Bernard Werber, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, désormais, quand on est pour la liberté, pour la culture, pour la transmission du savoir, etc., on est un peu considéré comme réac.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous avez eu des gens qui s'invectivent, qui vous invectivent de ce qu'ils lisent dans vos romans ou pas du tout? Non, j'ai jamais. Vous savez, je pense que je suis perçu, et d'ailleurs je me définis aussi comme une sorte d'auteur d'anticipation. Qui dit anticipation, c'est pratiquement la science-fiction. Je suis là pour donner à réfléchir. Oui, enfin, votre dystopie, elle est quand même bien près de notre réalité. Hein. Oui, mais je vais pas utiliser des noms des vraies personnes. D'ailleurs, j'utilise le parti néo-stalinien, le parti néo-nazi, parce que il y a des groupes qui se réfèrent et de Staline et de Hitler. Donc c'était juste pour montrer qu'il y a une sorte de retour, comment dire, d'écho des pires périodes du passé qui sont revendiquées comme des périodes où des personnages guides. Je veux dire des gens totalitaires de notre époque. Oui. Il y a trois totalitarismes qui nous attaquent actuellement, qui attaquent les démocraties. Les démocraties, l'un des problèmes que je perçois et que monsieur doit aussi percevoir et combattre, c'est que nos démocraties sont divisées. C'est-à-dire que les forces de la liberté n'arrivent pas à s'entendre entre elles pour résister aux forces du totalitarisme. Ouais. Mais j'ai pas d'autre terme que totalitarisme. D'où les 5 doigts de la main, quoi. Voilà, dont vous parlez. La main de lumière. Mais j'essaie malgré tout de ne pas rentrer dans un combat étiqueté politique, parce que la politique, automatiquement, ça devient... on est coincé. Ouais. Donc vous avez plus de liberté d'action, d'écriture. C'est pour ça que je parle d'un futur qui est d'ailleurs non défini dans le roman, mais qui est proche. Et ce que je propose, c'est que chaque lecteur réfléchisse par rapport à ses propres convictions et par rapport à sa propre analyse. Mais je n'ai pas de vérité à vendre, j'ai des nouveaux questionnements à proposer. Allez, c'est excellent sur Sud Radio. On vous revient tout de suite avec l'écrivain Bernard Werber et l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue. À tout de suite, restez avec nous. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio. C'est un bon choix, je dirais même plus c'est excellent. Avec moi ce soir pour vous, l'écrivain que vous connaissez bien, Bernard Werber, et ses 2 nouveaux ouvrages. La valse des âmes et une encyclopédie du savoir-faire relatif et absolu, c'est sorti chez Albin Michel. Et puis Jean-Michel Fauvergue, qui est ex-chef du RAID et puis ex-député En Marche aussi, conférencier et auteur du roman Les Hommes en Noir. C'est à trouver chez Pocket en ce moment. Alors, Jean-Michel Fauvergue, dans Les Hommes en Noir, dans ce livre, vous racontez en fait des histoires qui sont inspirées de la réalité, et notamment de votre réalité en tant que patron du RAID. Est-ce qu'il y a une frontière entre fiction et vérité dans votre livre ? Il y a toujours une frontière entre fiction et réalité. En tout cas, on aimerait qu'il y ait une frontière qui ne soit pas franchie. Malheureusement, on s'aperçoit, là en l'occurrence c'était le cas, on s'aperçoit que la réalité dépasse de loin la fiction. Quand vous rentrez au Bataclan et vous pataugez dans le sang des victimes, vous êtes au-delà de la fiction. C'est une réalité forte qui s'impose. Elle s'impose à l'homme de guerre, à celui qui est là, et ceux qui sont là, tous les gens du RAID, de la BRI, etc., qui sont là pour faire cesser ça. Mais elle s'impose au monde entier, et on s'aperçoit effectivement que à un certain moment, on a perdu quelque chose et on a peur de chavirer dans le chaos infini. Et pour ne pas chavirer dans le chaos infini, on a des instruments. On parlait de démocratie. Les démocraties, elles sont peu nombreuses par rapport aux autres types d'administration de pays. Mais les démocraties ont des ficelles pour ne pas tomber dans le chaos infini. Et ces ficelles-là, c'est d'abord les forces armées et les forces de la police pour combattre une fois que le mal est là. Mais ça, c'est à la limite. Les ficelles que l'on a, c'est la liberté. Les ficelles que l'on a, c'est les vertus. Les ficelles qu'on a, c'est l'égalité de l'homme et de la femme. Les ficelles qu'on a, c'est de pouvoir s'exprimer, que le peuple puisse s'exprimer. Tout ça, les barbares qui sont rentrés au Bataclan à l'hypercachère voulaient nous imposer tout le contraire. Et donc, c'est à ça qu'il faut se maintenir. Et c'est pour ça, moi, que j'ai voulu faire ce roman inspiré de la réalité, sur ce questionnement-là, et sur le fait aussi que, et ça me semblait être important de le dire, et on
peut ne le dire que dans un roman, le fait que les réalités sont perçues différemment en fonction du policier qui est à l'assaut, en fonction de l'otage qui est l'otage des terroristes, en fonction des terroristes. Et le temps est perçu différemment aussi. Un otage, moi, je peux vous garantir que l'assaut du Bataclan ou les autres assauts sont passés en un trait de temps phénoménalement rapide. Vous posez la question aux gens qui étaient otages, ça durait une vie entière, quoi. Tous ces moments d'une intensité extrême auxquels vous avez été confrontés en dirigeant le RAID, vous nous les racontez en fait dans ce livre. C'est une manière de transmettre aussi une autre forme de la réalité, de votre réalité en fait au public aussi, pour que les gens comprennent ce que ça implique, quoi. Oui, c'est pas tant une manière de transmettre, parce que pour transmettre, moi j'avais fait un autre livre qui relatait les faits, tous les faits, rien que les faits. C'est de transmettre ce que ressentent les gens qui, à un certain moment, doivent défendre nos valeurs et notre démocratie, et qui sont là pour ça. Et les gens en face d'eux qui ont été pris en otage, c'est-à-dire il y a quelque chose de plus important, c'est le cœur et les âmes des hommes et des femmes qui se retrouvent dans des circonstances comme ça, et qui doivent résister, qui doivent se reconstruire. Et il n'y a pas que les victimes qui doivent se reconstruire. Les gens qui sont intervenus, pour certains, doivent se reconstruire aussi, et qui doivent continuer à mettre un pied devant l'autre, parce que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour les autres, ils l'ont fait pour la démocratie, ils l'ont fait pour les valeurs. Et alors, comment on fait pour voir la lumière quand même quand on a vu des horreurs pareilles, Jean-Michel ? Eh bien, on croit, j'allais dire désespérément, c'est pas le mot, on croit toujours, encore et encore, au fait que on est dans un monde qui certes n'est pas merveilleux, mais qui est la meilleure des choses qu'on puisse vivre. On est dans des pays qui sont libres, on peut faire quasiment ce qu'on veut, et donc on continue à aller comme ça. Dans une grande émission télé auquel j'avais participé, et que sur mon premier bouquin, il y a l'animateur qui disait, mais moi, quelques jours après, j'ai fait un spectacle au Bataclan. Il me dit, est-ce que j'ai bien fait ? La question m'a surpris au départ, mais je lui ai dit, mais on a fait ça pour ça. Donc oui, il faut continuer, oui, il faut faire. Au contraire, j'ai envie de dire même. Et là, on a besoin, non pas d'hommes valeureux, d'hommes et de femmes valeureux des groupes d'intervention. On a besoin de toute la population qui doit avoir le courage de continuer à exister tel qu'on veut exister. Alors, à la lumière des difficultés, j'ai envie de dire communautaires qu'on connaît aujourd'hui en France en 2025, 10 ans après les attentats de Charlie, de l'Hypercacher, du Bataclan, c'est cette année. Vous avez parlé dans vos interventions publiques de l'importance de l'unité nationale et de la résilience qui provoque cette résilience face au terrorisme. Est-ce que notre mémoire est courte ? La mémoire, elle est c'est pas évident de répondre à cette question-là, parce que on se rappelle, tout le monde se rappelle. Je vous l'avais dit, je suis conférencier, de temps en temps, j'aborde le problème du Bataclan. Tout le monde se rappelle où il était au jour du Bataclan. On a des flashs comme ça, mais on édulcore. La résilience, c'est un beau mot. Ça nous permet de survivre, mais elle a un défaut, c'est qu'on édulcore un peu les choses qui se sont passées. On les simplifie, et on ne se rappelle pas exactement les choses et le pourquoi de tout ça. Et surtout le pourquoi de tout ça, il faut s'en rappeler pour ne pas retomber dedans. Oui. Et quand, par exemple, on évoque évidemment le terrorisme. Quand on travaille sur le terrorisme, on ne travaille pas que sur l'événement une fois qu'il a surgi. On doit s'obliger de travailler sur tout ce qu'il y a en amont de l'événement. Alors, au niveau opérationnel, à la fois le renseignement, enfin tout ce qui va toucher l'opérationnel, mais au niveau de ce qui fait société pour nous, c'est-à-dire sur l'éducation, sur le fait que ça commence déjà très petit, de cette égalité garçon-fille, les valeurs que l'on transmet aussi, et il ne faut ne lâcher sur rien du tout, sur rien. Bernard Werber, vous avez un concept de l'univers où la lumière et l'obscurité s'affrontent, on l'a dit. Ça résonne, étrangement, j'ai envie de dire, avec les expériences de Jean-Michel Fauvergue dans sa lutte contre ce terrorisme ou contre cet obscurantisme, on peut le redire, qui nous gangrène quand même un peu plus tous les jours.
Est-ce que à travers vos livres et à travers la culture, vous pensez que c'est un acte de lumière que vous faites et que c'est en tout cas la nourrir? Oui, je suis très admiratif de Jean-Michel et du travail que font ces hommes qui nous protègent. Je pense que c'est quand même plus facile d'écrire un roman que de se retrouver face à des gens armés qui veulent vous tuer. Et quand j'écris, j'essaie de ressentir ce que peuvent ressentir les personnes qui sont dans l'action. Et évidemment, je suis conscient que tant qu'on l'a pas vécu, on ne peut pas connaître ses émotions. C'est pour ça que je pense que son roman doit être passionnant. Vous avez un nouveau lecteur alors? Non, c'est parce que c'est des émotions pures. Moi, je me suis retrouvé dans des situations très dangereuses, mais j'ai pas eu en plus à coordonner d'autres personnes. Donc il faut vraiment avoir un talent particulier. Et je crois que plus l'histoire avance, plus on aura besoin de gens capables d'agir ainsi. Oui, bien sûr. Alors Jean-Michel Fauvergue, on a envie de savoir un petit peu, pour changer de sujet, sur les principaux défis auxquels sont confrontées nos forces d'intervention aujourd'hui, parce que ça évolue tout le temps. Il y a la cybercriminalité qui grandit, il y a beaucoup de radicalisation, etc. Alors comment on se met en place pour affronter tout ça avec tous ces nouveaux tenants et aboutissants qui changent ces situations finalement? Oui. Je vais répondre de suite, mais je veux juste rebondir sur ce que disait Bernard Werber. Il dit c'est facile d'écrire un roman. Moi j'en ai écrit un, je pouvais garantir à Bernard que c'est pas facile, et je suis admiratif des romanciers et des écrivains. Je lis beaucoup et je suis admiratif de ça. Donc je voulais rendre hommage aux vrais écrivains. Rendons hommage à l'excellence de l'écriture de Bernard Werber. C'est vrai que c'est de la lumière qui nous apporte. Ouais. Alors comment on s'organise sur la menace actuelle, qui est une menace poliforme, multiforme, qui est à la fois une menace de radicalisation, de radicalité qui n'est pas que religieuse d'ailleurs chez nous, des fake news qui nous détruit bien aussi la société. La mésinformation. Moi je pense que il faut on s'organise. Alors il y a des moyens opérationnels, mais je ne vais pas revenir dessus. On a depuis les attentats de 2015 travaillé de mieux en mieux en échange de renseignements international, national, et ça nous a permis d'éviter des attentats, mais ça ne veut pas dire que tout va passer au tamis de la racaille. Il y a des choses qui passeront un jour et il y aura d'autres attentats. Il faut en être sûr. Mais on a besoin de la population derrière. On parlait de résilience de la population. On a besoin du soutien de la population et du courage de la population. C'est ça qui me paraît important. Aujourd'hui, on a un peu trop tendance, et je l'ai été homme politique, on a un peu trop tendance à dire les hommes politiques sont pas bons, ils sont pas à l'écoute de la population, ils sont nuls, etc. Ouais, ça dépend lesquels. Oui, bien évidemment, ça dépend. Mais c'est un discours un peu qu'on entend. Les discours globaux, c'est ça le danger en fait. Hein. Oui, tout à fait. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que derrière, ces hommes politiques ont besoin de leur population derrière, ont besoin du courage de la population. Et il faut que, pour avoir ce courage de la population, on ne banalise pas les choses d'une manière générale. On a eu des avancées qui sont importantes. Très pratiques, la sécurité sociale par exemple, la retraite, etc. On a des avancées qui sont importantes, mais on a aussi des avancées culturelles, des avancées au niveau des libertés, etc. C'est pas de l'acquis, c'est jamais de l'acquis. Donc il va falloir combattre là-dessus. Et sur la lutte antiterroriste, pour revenir à la question précise que vous me disiez, là pour le coup, ce qui peut être rassurant, il y a deux choses qui peuvent être rassurantes, c'est que les gouvernements les uns après les autres ont toujours lutté contre le terrorisme. Et donc il n'y a pas de faiblesse de ce point de vue-là. Et la deuxième chose, c'est que exceptionnellement dans ce domaine-là, la justice est bonne. Bon, allez, c'est excellent sur Sud Radio. On est avec l'écrivain Bernard Werber et l'ancien boss du RAID, Jean-Michel Fauvergue. Vous restez avec nous surtout, tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent comme tous les dimanches. On est avec l'écrivain à succès bien connu, Bernard Werber, et ses deux nouveaux livres, La valse des âmes et une encyclopédie du savoir relatif et absolu, sorti chez Albin Michel. Et puis Jean-Michel Fauvergue, ex-patron du RAID, ex-député En Marche et auteur du roman Les hommes en noir à trouver chez Pocket, sans oublier conférencier. Alors Bernard Werber, quand même, je voudrais parler de l'hypnose, parce que ça c'est quand même un sujet important chez vous. C'est votre dada, j'ai envie de dire un peu, parce que on
connaît votre goût pour l'exploration des mystères de l'esprit humain. Vous en avez fait aussi sur scène avec des séances de méditation guidée. C'est une forme de spectacle participatif qui vise à stimuler l'imagination, à plonger dans les profondeurs de l'inconscient. Et puis j'ai envie de dire, c'est aussi le personnage principal de votre roman, parce que sans cette hypnose, on ne pourrait pas découvrir ce qui se passe il y a 120 000 ans. Pourquoi ce choix-là, en fait, pour voyager dans le temps, et qu'est-ce qui vous interpelle, vous, tout particulièrement, dans le fait que, dans votre propre construction et dans ce que ça implique chez les autres, de faire de l'hypnose, qu'est-ce qu'on va chercher quand on en fait? Alors déjà, le fait que je le fasse sous forme de spectacle, c'est parce que pour moi, c'est la prolongation de mon métier qui est conteur. Écrivain, j'aime pas trop ce mot parce qu'à la limite, un comptable, il écrit des choses, ou un auteur, il écrit des choses. D'accord. Ce sont des gens, des écrivains. Oui, mais on dit pas que c'est des écrivains. Un comptable écrivain, faut qu'il écrit un bouquin quand même. Par définition, qui écrit. Oui, d'accord. Après, il y a le mot romancier qui écrit des romans. Ouais. Et il y a le mot que j'aime beaucoup, c'est auteur. Auteur, ça vient de la racine octus, qui signifie augmenter. Donc quelqu'un qui augmente. Alors, je vais changer de mot. Mais en tout cas, au-delà de tous ces mots, le mot dans lequel je me sens le mieux, c'est conteur. Et conteur, ça consiste à dire à une personne, il était une fois, je vais te raconter une histoire, et d'amener tout d'un coup cette personne en dehors de son monde habituel connu. La source de mon métier, c'est les conteurs au coin du feu. C'est-à-dire ces gens qui, jadis, dans les tribus les plus anciennes, racontaient des chasses ou racontaient la vie des ancêtres. Et c'est comme ça que ça maintenait un lien culturel, c'est-à-dire la tribu devenait la tribu qui est liée à telle légende. C'est par exemple notre monde occidental s'est construit sur la Bible et sur Homère, l'Odyssée. Ces deux récits, ces deux histoires ont nourri toutes les autres petites histoires. Et pour moi, le travail sur scène consiste donc à me reconnecter à ça et à raconter de manière vivante ce qui se passe. Ce que j'ai pas, quand j'écris un roman, je ne sais pas la réaction des gens. C'est-à-dire, je ne sais pas s'ils rient, s'ils pleurent, s'ils abandonnent le livre au milieu, ou est-ce qu'ils sont pris par une sorte de fringale pour savoir ce qui va arriver. Alors que quand je fais le spectacle, je le vois. Et quand je fais le spectacle, en plus, vu que je leur propose de fermer les yeux, j'ai l'impression que je recrée du roman dans leur esprit. Après, le mot hypnose ou le mot méditation, c'est des mots fourre-tout dans lesquels on a mis des bonnes choses, des mauvaises choses. Donc, je préfère me revenir juste à ce terme. Je raconte des histoires, mais en racontant ces histoires, je leur permets par moment d'accéder à des niveaux peu connus par eux-mêmes de leur propre inconscient, voire à des niveaux de leur propre inconscient dans lesquels il peut y avoir des souvenirs de vie antérieure, mais je n'en ai même pas la certitude. C'est pour chaque personne, il va y avoir une réaction. Alors merci différente. Parce que c'était ma question d'après. Vous croyez vraiment aux vies antérieures? Vous pensez qu'on a eu plusieurs vies? Je suis pas dans la croyance, je suis dans l'expérimentation. D'accord. Est-ce que quand on se jette à l'eau, on croit dans la flottaison de l'être humain? On se jette à l'eau, on voit ça. Est-ce qu'on coule ou est-ce qu'on coule pas? Je vois une chose, c'est que ça offre une perspective et que ça rend les gens heureux. C'est-à-dire que les gens se disent, imaginons que les vies antérieures n'existent pas. Voilà, on va démarrer là. Ça veut dire que vous naissez, vous grandissez, vous vieillissez, à un moment, prenez votre retraite, puis vous partez à l'EHPAD, puis là, ça se complique de plus en plus, et puis vous mourrez. C'est une vie. Il y en a qui vous diraient normale. qu'il y a le paradis et l'enfer aussi. Alors voilà. Alors après, on a inventé le paradis et l'enfer pour pouvoir compléter ça, mais le risque de tomber en enfer peut ajouter de la peur. Maintenant, si on vous dit, ce n'est qu'un feuilleton d'une série, vous avez eu plusieurs vies avant et vous allez en avoir après. Je trouve que tout d'un coup, ça détend. C'est-à-dire, on se dit, bon, c'est pas grave, ça se peut que cette vie, je l'ai entièrement foirée, mais je ferai mieux la prochaine fois. Donc, c'est presque une ouverture en arrière et en avant qui me semble décontractante. Après, quand on ramène ça à de la religion, d'où le mot croyance, ça me semble non, pas la bonne. Vous n'avez pas de certitude, quoi. J'ai aucune certitude. Mais par contre, j'ai expérimenté chaque fois qu'on me propose de faire des nouveaux trucs comme ça. Vous êtes passionné, quoi. On peut le dire comme ça. Ça vous passionne de savoir ce qui se passe dans l'infini, dans le vide, dans l'invisible. Je plains les gens qui sont pas curieux. Les gens qui se disent je sais tout et je vais juste montrer aux autres que je détiens des vérités. Je pense qu'ils doivent être dans leur esprit très vieux. Et ou assez malheureux. Tant qu'on se pose des questions, tant qu'on a envie de voyager, de bouger, de prendre des risques, on est jeune. Et moi, chaque fois qu'on me propose de faire des trucs bizarres, le dernier truc bizarre que j'ai fait, c'est que j'ai sauté en parachute au-dessus de la pyramide de Khéops. Je peux vous dire qu'au moment où j'ai sauté, je me suis dit,
qu'est-ce qui m'a pris de me foutre dans ce... Hop, trop tard, il faut sauter. Mais c'est ça, ce que je conseille à tout le monde, c'est vivez après 5 secondes avant de mourir, vous regarderez votre vie en arrière, vous direz, ok, il y a eu des trucs bien, des trucs pas bien, au moins j'ai vécu. Ouais. Le contraire, c'est, ok, zut, j'ai laissé passer, j'ai voulu me protéger, j'ai pas voulu prendre de risques. Chaque fois qu'il y a eu des choses bizarres, je me suis dit c'est bizarre, je laisse pour les autres. Du coup, j'ai raté les expériences. Jean-Michel Fauvergue, vous, après cette carrière opérationnelle intense, entre la police, la politique et tout, vous êtes donc, vous avez débuté, vous avez choisi de vous exprimer avec l'écriture, avec ce livre. Quand on écoute Bernard Werber parler, on se dit que ça vient du fait de se poser des questions, ça vient de l'envie de créer son propre concept de vie aussi chez lui. Et vous, c'est quoi? C'est une forme de catharsis? C'est une façon de transmettre, de faire perdurer? Ou pourquoi, en fait, vous avez écrit? Déjà, c'est sans doute pour évacuer les choses, et c'était important de le faire. Et chacun qui a vécu des choses qui sont innommables, je pense à cette envie d'évacuer d'une manière ou d'une autre. L'écriture, c'est un bon moyen, et l'écriture, on s'y prend assez rapidement. On essaye de mélanger les mots, de corriger, d'avoir une sonorité particulière, et ça, c'est... Et ça, c'est génial. En plus, moi, mes personnages m'ont échappé, et ils ont eu une vie propre, et en fait, ils m'ont dicté l'ensemble des choses. C'était plutôt sympathique. Ils ont fait leur chemin. Ouais, ils ont fait leur chemin. Il y a des gens qui étaient complètement insignifiants, qui ont pris une grande place, etc. Mais ça arrive, paraît-il, assez souvent pour des gens qui écrivent d'une manière générale. Que le personnage vous dépasse à un moment donné. Oui. Mais c'est aussi une envie. Moi, j'ai une envie de transmettre aussi, de dire. Alors, avec un narratif différent, sans doute, que ce qui nous a été dit jusqu'à présent, mais une envie de transmettre. Oui, mais c'est des polars. Les 2 bouquins, c'est des polars. Voilà. Dans toutes les formes que ce soit, y compris d'ailleurs en faisant des conférences. Je fais des conférences en entreprise sur le management, etc. J'ai envie que le savoir que j'ai serve à quelque chose. Et puis j'ai envie aussi de confronter ce savoir pour qu'il soit encore mieux. Et moi aussi, j'apprends beaucoup des uns et des autres. Donc vous apprenez en transmettant, en fait. Oui, tout à fait. Je pense que chacun qui transmet, je pense qu'un bon enseignant, par exemple, c'est celui qui donne son savoir, mais c'est celui qui apprend aussi de ses élèves en regardant dans les yeux comment ça se passe, comment ça vibre, etc. Et là, vous apprenez tous les jours. Alors vous avez navigué, Jean-Michel Fauvergue, entre des mondes d'une grande violence, mais aussi de camaraderie intense. C'est important de le dire, parce que justement vous êtes conférencier en entreprise, vous parlez beaucoup de team building notamment. Alors dans une société où l'individualisme prédomine, c'est une preuve que c'est possible de créer des liens solides, même dans les contextes les plus hostiles. C'est comme si la solidarité, l'entraide transforme la douleur et cette peur, dont on parlait en antenne tout à l'heure, en force collective. Oui. C'est ça. Oui, moi je ne sais pas, je sais pas faire tout seul, en fait, en réalité. Moi, si je devais m'analyser et avoir un seul talent, c'est celui de m'entourer de gens qui, quelquefois, dans leur domaine, sont plus forts que moi, largement plus forts que moi, mais de pouvoir les coordonner et travailler sur ce management-là, et de faire de beaux recrutements. Et voilà, je sais faire ça, et d'animer l'équipe. Ça, c'est extraordinaire. Alors, je l'ai fait dans des sports collectifs. Je fais beaucoup de rugby, donc c'est ça au départ aussi. Mais dans mon job, dans tous mes jobs que j'ai eu comme commissaire de police, le commissaire de police, c'est celui qui anime les équipes, qui va sur le terrain aussi à l'occasion, etc. J'ai toujours fait ça, et j'ai une grosse satisfaction, parce que vous montez les gens au plus haut, mais il doit y avoir aussi un esprit d'abnégation, et en particulier lors des résultats. Les résultats que vous avez, quand ils sont bons, il faut quand vous avez pris une décision et que le résultat est derrière, il faut les partager, il faut les redonner à votre équipe. Et quand ils sont mauvais, c'est tout pour vous. Eh bien, c'est bien excellent ce soir sur Sud Radio. Vous l'aurez compris, on est avec l'écrivain Bernard Werber et puis Jean-Michel Fauvergue, ex-chef du RAID. Alors, pas écrivain, auteur Bernard Werber. J'ai changé de mot un peu trop tard, mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Allez, à tout de suite. Restez avec nous surtout.
Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent d'être avec vous tous les dimanches sur Sud Radio, chers auditeurs, chères auditrices. On est bientôt à la fin de cette émission, mais il nous reste encore quelques minutes avec l'auteur que vous connaissez bien, Bernard Werber, et ses 2 nouveaux ouvrages que je vous recommande, La valse des âmes et une encyclopédie du savoir relatif et absolu, sorti chez Albin Michel, et puis Jean-Michel Fauvergue, ex-chef du RAID, député En Marche, conférencier et auteur du roman Les hommes en noir, à retrouver chez Pocket. Alors Bernard Werber, La valse des âmes, c'est un très bon livre, hein, je le recommande, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, en fait, en vous lisant. Ça, c'est déjà... J'espère bien. Ouais, c'est ce que vous cherchez à faire. Je crois que dans un roman, il y a le lecteur, en fait, il fait la moitié du travail. Parce que le lecteur, il va se retrouver lui-même dans le roman. Donc un bon roman, c'est un miroir dans lequel le lecteur va découvrir qui il est. En suivant les aventures du personnage et en se disant, tiens, ce personnage me ressemble pas. Mais découvrir qui on est, c'est le but de toute vie. On peut passer une vie entière en ne comprenant pas pourquoi on est né, qu'est-ce qu'on fout là et qu'est-ce qu'on doit faire. Et mon personnage principal, Jenny Toledano, elle se pose cette question, elle se dit, au fait, c'est quoi ma place? Dès le moment où on a trouvé plus ou moins, qu'on commence à comprendre sa place, je pense que Jean-Michel a trouvé lui aussi sa place et du coup on rayonne. Tant qu'on n'a pas trouvé sa place, on subit le système des autres. C'est-à-dire on copie les autres qui nous disent tiens, ta place c'est fait comme moi. Mais dès le moment où vous avez trouvé votre place, vous trouvez votre propre musique, votre propre lumière, et en fait vous commencez à vivre et à être heureux. Vous parlez d'expérience personnelle ? C'est à vous que vous pensez aussi quand vous dites ça? Parce que vous avez commencé... Tous les romanciers ne font que parler d'eux-mêmes à travers leurs personnages. Oui, mais c'est-à-dire que, en fait, vous vous êtes révélé au moment où vous avez sorti votre premier roman, quoi. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Ouais. Avant, j'ai eu une vie où j'étais pas à ma place comme journaliste. Vous étiez journaliste. Ouais. Et maintenant, c'est très simple, j'ai une maladie qui aurait dû me rendre infirme, enfin qui commençait à me rendre infirme, qui s'est arrêtée dès le moment où j'étais écrivain. C'est comme si... ou romancier, auteur. On va y arriver. Mais c'est comme si mon corps me disait je te faisais souffrir parce que tu n'avais pas trouvé ta place et toute cette douleur n'était qu'un signe, bouge. Ne reste pas là où tu es. Donc j'étais journaliste au Nouvel Observateur et en effet c'est un endroit où je ne pouvais pas m'épanouir parce qu'il y avait toute une partie politique, mais pas politique dans le sens gauche-droite, dans le politique interne qui était épuisante. Et dans lequel c'était à l'époque de Jean Daniel. Hein. Oui, je ne pouvais pas faire transmettre des idées. Tout à l'heure, Jean-Michel parlait de transmettre. On est là, on a une envie de transmettre, mais si on vous retient, c'est pas, on souffre. Et dès que le moment où j'ai quitté le Nouvel Observateur et que je suis devenu écrivain, c'est comme si auteur, conteur. Et en effet, vous avez raison. Mais dès ce moment-là, c'est comme si l'univers me disait là, t'es sur le bon chemin, continue. Et je veux dire, quand mes livres se vendront plus, quand je ferai des spectacles où les salles ne seront pas remplies, c'est vrai que l'univers me dit il faut à nouveau que tu bouges. Là, c'est plus ta place. Ça a été ta place, mais ça l'est plus. Donc la place, elle peut bouger, quoi. La place, elle peut bouger. Mais Jean-Michel justement, a été romancier, il a été policier, il a été politicien. Ça veut dire que lui aussi, il a testé différentes. D'ailleurs, je crois que maintenant, le grand avantage de notre génération, c'est qu'on peut avoir plusieurs vies dans une vie. L'ancienne génération, il devait faire souvent le même métier que les parents. Tout simplement parce pendant que 50 ans. Voilà, parce que c'était la référence. Et une fois qu'on y était, il y avait plein de métiers dans lesquels, une fois que vous étiez engagé, que vous aviez un contrat à durée indéfinie, en fait, c'était jusqu'à la retraite. C'était une vie. Là, on peut avoir plusieurs vies. Et je trouve que c'est la meilleure période pour naître. C'est notre génération, parce que la génération de nos parents, ils ont pas eu autant de possibilités. Alors Jean-Michel Fauvergue, vous être policier, c'est votre rêve de gosse au départ. Ça arrive très tôt, à un très jeune âge, parce que vous m'avez confié en antenne que c'était parce que vous aviez envie d'arrêter les méchants. Ouais, simplement. Tout à fait. Voilà. Je voulais être le shérif. Moi. Voilà. Je regardais les westerns et je voulais être le shérif. Alors c'est quand même très drôle de justement réussir à transformer un rêve d'enfant devant un western en métier. Et ce que j'ai envie de savoir, c'est quand on consacre une grande partie de sa vie comme ça à une vocation aussi forte, comment on vit le moment où ça se transforme en autre chose? Est-ce que justement, comme le dit Bernard, c'est l'univers évolue, donc vous impose le nouveau chemin et puis finalement vous vous en accordez très bien? Ou alors est-ce que quand même ça a été un peu douloureux pour vous parce que vous aviez trouvé votre place? Non, ce que je voulais vous dire, c'est que la police nationale est une institution merveilleuse. Je vais surprendre beaucoup de gens, mais c'est une institution merveilleuse. Ça va plaire aux auditeurs.
Oui, mais il faut qu'ils le sachent, et en tout cas les plus jeunes, parce que dans une carrière de police nationale, et moi je suis passé presque 40 ans dans la police nationale, j'ai fait 10 boulots différents, dans des thèmes différents, dans la sécurité publique, dans la police judiciaire, à l'international, dans l'intervention, dans le renseignement, etc. J'ai fait 10 boulots différents. Et puis, toujours plein d'adrénaline, toujours sur le terrain. Et puis, j'ai surtout managé des gens extraordinaires. Moi, c'est ce qui me plaisait, c'est construire les équipes, travailler là-dessus. Et donc, je ne me suis jamais lassé, parce que chaque 3 ans, je partais vers d'autres horizons à l'intérieur même. 3 ans, c'est un chiffre important. Hein. Oui, ouais, chaque 3 ans. Et puis après, quand le moment est arrivé de la retraite et du départ définitif du raid et de la police, eh bien, il y a eu cette aventure politique qui s'est faite tout à fait au hasard. Par hasard, et qui a duré 5 ans. Donc, je suis allé jusqu'au bout de cette aventure politique. Ça n'a pas éveillé la grande passion en vous, a priori? Non, j'ai quelquefois ramé, mais j'aimais bien, moi, prolonger l'action de mes 40 ans de police au service du citoyen, la sécurité des citoyens, par une action politique en disant, je vais rester dans mon couloir de nage et on va travailler là-dessus aussi. On a fait ce qu'on a pu, avec quelques collègues, on a beaucoup travaillé là-dessus. Le résultat, je sais, bon, enfin bref, on en reparlera une autre fois, mais ça a été un peu décevant là-dessus, et voilà. Mais j'ai bien aimé cette période politique-là. Donc j'ai eu aucun regret à quitter la police, j'ai eu aucun regret à quitter la politique. Parce que vous étiez à votre place à chaque fois, en fait. Parce que je pense que oui, effectivement, on doit trouver sa place, mais les places changent au fur et à mesure du temps. Et là, aujourd'hui, je peux vous garantir que je suis épanoui dans le fait de transmettre, de faire des conférences, d'organiser de prendre des la échanges. parole sur Sud Radio. Hier, j'étais à l'ESSEC au milieu d'étudiants avec le créateur du GIGN, mon copain Christian Proutot. On a transmis aux étudiants. C'est extraordinaire de voir leurs yeux briller, de transmettre des trucs, quoi. C'est super sympa, et là je suis totalement à ma place, oui, bien sûr. Quand on écoute Jean-Michel Fauvergue, Bernard Werber, le mot transmettre, il revient beaucoup. C'est un mot que vous avez en commun tous les deux, en fait. Hein. C'est ça que vous avez envie de faire, vous aussi, et que vous faites d'ailleurs à chaque fois que vous faites quelque chose. Oui, je crois que surtout quand on a compris quelque chose, c'est bien de l'expliquer pour que les autres le comprennent et l'expliquent encore à d'autres. Mais on est tous en même temps à l'école, on est professeur et étudiant. Et une vie entière ne suffit pas pour... D'où les vies antérieures. D'où les vies antérieures. Non, j'aime bien cette idée que... Et postérieures aussi. J'aime bien cette idée que ça fait très longtemps qu'on a commencé à apprendre et que nous sommes nés pour apprendre. Et cette idée que j'évoque dans le livre, quand on meurt, on nous pose 3 questions. Qu'as-tu fait de tes talents ? Qu'as-tu appris et qui as-tu aimé? Je trouve que c'est les 3 questions qui définissent le bilan d'une vie. Oui, voilà, il y a un système de notation et il faut avoir 6 pour pouvoir être libéré du devoir de renaître. Si on est au-dessus de 6, on devient un ange, ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Ouais. Si j'ai inventé, c'est pas j'ai inventé, j'ai retrouvé cette symbolique dans plusieurs mythologies mystiques, mais je trouve qu'elle est assez intéressante. 3, c'est le passage au niveau animal, et nous sommes entre 3 et 6, donc entre l'animal et l'ange, et l'idéal c'est de monter, mais il faut plusieurs vies pour que notre âme apprenne, évolue. Ouais, croyez pas que vous allez faire un 6 sur 6 tout de suite, quoi. Non. Là, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais on apprend dans tous les domaines, que ce soit professionnel, des connaissances, mais aussi sentimental. Il faut ouvrir tous ces chakras et ouvrir le cœur, ouvrir le cerveau, ouvrir le courage. Toutes ces choses-là, une vie ne suffit pas. Bien sûr. Et il faut, il faut parfois revenir, comme le baccalauréat. Vous avez eu presque la bonne note, mais pas suffisamment pour être libéré du devoir de renaître. Eh bien, c'est passionnant cette émission. À l'émission, on arrive à la dernière question. Je commence avec vous, Jean-Michel. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Ce petit garçon, justement. Continue. L'adulte qu'il dit au petit garçon, je dis, écoute, bien, t'as fait le bon choix, refais-le. Continue comme ça. Ouais. Rien à dire. Non, rien à dire là-dessus, mais ça dépend aussi, vous voyez, du temps. Moi, j'étais petit garçon il y a longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, un petit garçon de mon âge
rentrerait dans la police avec les difficultés que ça il y a toute une voilà, il faut se poser cette question-là aussi. Mais si je devais revenir dans le temps et parler au petit garçon, je dirais vas-y, fonce. Et vous, Bernard, alors, qu'est-ce que vous lui diriez à ce petit garçon? N'aie pas peur de prendre des risques. Ah, vous aviez peur quand vous étiez petit? En tout cas, j'avais peur d'échouer, alors que maintenant, je considère qu'échouer, c'est une expérience. Donc, prendre des risques, ça veut dire accepter l'idée qu'on va peut-être échouer, mais que c'est pas grave. La pire chose, c'est d'avoir des regrets de ne pas avoir essayé. Donc, je lui dirais, n'aie pas peur de prendre des risques, prends plus de risques. Eh bien, merci, ça sera le mot de la fin pour partir sur une bonne note. Merci à tous les deux, Jean-Michel Fauvergue, Bernard Werber, d'être venus partager avec nous. Alors, les 2 derniers livres que je vous recommande, de Bernard Werber, La valse des âmes et une encyclopédie du savoir relatif et absolu, sont chez Albin Michel. Jean-Michel Fauvergue, on peut toujours trouver Les Hommes en Noir en pocket. Et puis, merci à Daisy qui réalise aujourd'hui pour vous. Merci à tous d'être au rendez-vous tous les dimanches. Vous pouvez tout podcaster sur sudradio.fr, notre chaîne YouTube, les réseaux sociaux, Deezer et tout le tintouin. Voilà, je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour un destin de femme comme d'habitude et je vous embrasse. Bonne soirée.